Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Alors il fait tout gris, je suis en quête de lumière face à ma fenêtre, je l'ai ouverte parce qu'il fait super chaud donc vous risquez d'entendre un petit peu piailler les oiseaux. On se retrouve aujourd'hui du coup pour faire mon bilan des lectures du printemps, sauf que mon bilan des lectures du printemps est assez faramineux, il est dantesque parce que j'ai lu plus d'une trentaine de livres et de BD et du coup je me suis dit que j'allais scinder en deux. Là on va parler de tout ce qui est format livre et on parlera de tout ce qui est format graphique dans une seconde vidéo parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc on y va maintenant. Alors je reprends ma liste parce que comme je vous dis, en fait heureusement qu'il y a eu un confinement au milieu parce que ça m'a permis de lire énormément de choses. Mais maintenant que je dois faire ma vidéo bilan, je me dis oh là là mon dieu. Ça commence avec le livre Chanson douce de Leila Slimani. Chanson douce, c'est un livre que j'ai acheté à 1 € au marché aux livres il y a quelques mois. Et je l'ai vraiment acheté par effet de groupe. C'est-à-dire qu'il y a quelques années quand il était sorti, je me rappelle tout le monde parlait de Chanson douce. Ma meilleure pote l'avait lu, elle avait un avis assez tranché sur le bouquin. J'avais envie d'avoir le mien, je me suis dit allez 1 € après tout je n'y perds pas au change même si le livre ne me plaît pas. Et du coup je me suis procuré ce bouquin qui 4 mois plus tard continue de me prendre la tête, d'alimenter mes conversations à l'apéro, à table, avec d'autres lecteurs, parce que en fait c'est vraiment un bouquin qui ne peut pas vous laisser indifférent. Chanson douce, ça raconte l'histoire d'une nounou qui va rejoindre une famille assez privilégiée de Paris, et elle va très bien s'intégrer à la famille, prendre soin des enfants, au point qu'elle va peut-être en faire trop et prendre beaucoup trop d'importance dans cette famille. Ce qui est intéressant, c'est que la trame du livre en fait est inversée car nous savons la fin de l'histoire dès les premières pages et c'est une fin terrible. Et du coup on voit comment on en arrive à cette fin et donc j'adore parce qu'on pourrait penser que du coup il n'y a plus de suspense alors qu'en fait pas du tout. Le fait de savoir cette fin terrible qui nous semble tellement impossible, improbable au vu de ce qu'on découvre après, c'est génial. Enfin il y a un suspense de ouf, moi j'arrêtais pas de me dire mais quand est-ce que ça va déraper à ce point. Et voilà, j'ai adoré cette lecture, je l'apprécie d'autant plus 4 mois plus tard quand je me rends compte de l'impact qu'elle a eu sur mes lectures, sur mon cerveau, dans ma pensée, dans mes souvenirs. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Du coup Leila Slimani, je risque d'aller en découvrir d'autres. Voilà. Rien à voir, mais ma seconde lecture c'était le premier tome des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin qui a été pareil une découverte. Cette saga elle a remporté le prix Hugo 3 années de suite, c'est-à-dire que c'est la seule saga dont tous les tomes fantastiques ont reçu le prix Hugo et du coup c'est pour ça que j'y allais. Aussi parce qu'on commençait petit à petit à la voir apparaître un peu partout alors qu'elle est sortie il y a déjà quelques années. Et j'ai été vraiment interloquée et perdue et en même temps fascinée par cette histoire. Je l'ai fait en lecture commune avec mon ami Cax donc ça m'a aidé à pas me démotiver dans les moments où j'étais un peu perdue parce que là on est dans de la science-fiction pure et pour moi qui n'ai pas l'habitude de lire de la science-fiction aussi sérieuse avec autant de codification du genre, j'étais parfois un peu déroutée dans ma lecture. Cependant je vous invite vraiment à la découvrir car en fait on est dans un monde, dans un futur où les catastrophes climatiques s'enchaînent et du coup une grande partie de la population mondiale a disparu, hein. On va se mentir, elle est morte sous les différentes crises sismiques. Les rares survivants vivent dans des petites communautés en fait. Et là on va suivre l'histoire de 3 personnages différents, 3 femmes, une enfant, une jeune adulte et une adulte qui vont traverser cette période terrible. La crise climatique est arrivée à son apogée et a du coup réduit l'espèce humaine à l'état de petite espèce survivante qui tente de ne pas disparaître. Cependant il y a eu une évolution parmi l'espèce humaine et certains de ses habitants arrivent maintenant à contrôler les séismes, les tsunamis, les mouvements des plaques tectoniques, bref, à empêcher les tremblements de terre. Vous vous dites, mais purée quand même, l'évolution ça tombe super bien parce que pile au moment où le monde pète un plomb, on a des êtres humains qui vont pouvoir répondre à cette problématique. Sauf que pas du tout en fait. Ces êtres humains sont détestés par la population, on les accuse d'être la cause de tous les maux de la Terre, c'est le cas de le dire, et du coup ils sont contrôlés dans une sorte d'école, surveillés par des gardiens qui n'ont aucun scrupule à les abattre au moindre doute, et surtout haïs de la population. Et donc nous allons suivre une femme adulte dont le mari vient de se rendre compte du coup qu'elle faisait partie de ces personnes avec ce potentiel sismique on va dire, et de rage il va assassiner à main nue leur fils et enlever sa fille. Et du coup c'est sa quête à elle pour retrouver ses enfants et pour enfin en tout cas retrouver sa fille et empêcher que son mari ne l'assassine elle aussi. Sur le passage du coup elle va rencontrer une jeune adolescente, une petite fille, bref c'est super intéressant et vraiment on est dans l'histoire. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à le lire parce que comme je vous dis, comme je voulais bien saisir tous les tenants et les aboutissants, je revenais sur certaines pages. En plus j'ai découvert qu'il y avait un glossaire à la fin, évidemment à la fin du livre, ça m'aurait bien aidé sinon pendant ma lecture.
Et j'ai vraiment adoré ce premier tome et je vous invite à le lire car c'est vraiment une lecture qui change. Et je comprends mieux le succès qu'a rencontré cette saga. Je n'ai pas encore été vers le tome 2, je le garde pour plus tard, mais je pense que je finirai cette saga un jour. Ensuite je suis allée vers une lecture beaucoup plus simple et qui m'a pas mal plu car j'ai lu un nouveau Liane Moriarty. Liane Moriarty est une de mes autrices phares. Tous ces bouquins me tiennent en haleine et sont des sortes de petits bonbons que je lis à une rapidité impressionnante, et celui-ci n'a pas fait exception car j'ai lu 9 parfaits étrangers, donc de Liane Moriarty, qui raconte l'histoire de 9 personnes qui ne se connaissent pas mais qui vont se retrouver tous ensemble à une sorte de retraite spirituelle, voilà, parce qu'ils ont tous des choses qui ne vont pas dans leur vie et du coup pour leur bien-être psychologique et physique ils décident de s'inscrire à cette retraite. C'est ces sortes de retraites du silence, un peu grand gourou, yoga, ouverture des chakras et tout. Moi j'ai rien contre cet univers vu que je suis moi-même une pratiquante de yoga et que j'aime assez tout ce qui est ésotérique, ce genre de croyances, mais là vraiment ils se rendent compte que l'endroit où ils ont mis les pieds c'est hyper chelou et du coup ils vont les uns les autres essayer de s'en sortir à travers cette retraite. Ça se lit très très vite, les 9 personnages sont évidemment très bien écrits et c'est ce qui fait toute la richesse du roman parce qu'on a 9 personnes que rien ne relie, que rien ne raccroche, qui vont vivre cette expérience ensemble. Et voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Il y a un duo de personnages, notamment un jeune couple qui est là et qui ont une problématique qui me trotte souvent dans la tête et qui pourtant ne me concerne pas du tout mais sur laquelle je reviens souvent dans mes pensées, et ça m'a fait plaisir de voir qu'un auteur ou une autrice traitait ce sujet. Donc je vous invite à aller le lire, c'est pas un coup de cœur mais c'est une très bonne lecture et c'est ce genre de lecture dévorante où vous lisez le livre à toute vitesse parce que vraiment vous avez cette envie de connaître la fin qui est plus forte que tout. J'ai ensuite lu le nouveau livre, bon il est sorti il y a un an hein, mais là il venait de sortir en poche, de Jean-Claude Morleva et Anne-Laure Bondou, qui était la suite d'un premier tome. C'est un livre épistolaire et le second tome du coup s'appelle Oh Happy Day, c'est la suite de Et je danse aussi. On retrouve 2 personnages hyper attachants qui vont reprendre leur relation épistolaire 6 ans après la première, et du coup beaucoup de choses ont changé dans leur vie à l'un comme à l'autre et ils vont décider de d'un coup de se réécrire et de repartager tout ça parce qu'ils ont une relation vraiment hyper forte qui s'est créée par cet échange de lettres. Alors c'est vraiment bizarre parce qu'en fait il y en a un, c'est un écrivain célèbre et l'autre c'est une sorte de fangirl qui lui écrit et il ne veut pas ouvrir elle, sauf qu'elle lui écrit un courrier avec une grosse enveloppe comme ça et elle dit n'ouvrez surtout pas l'enveloppe. Et cet auteur du coup va se prêter au jeu et ils vont échanger ainsi pendant plusieurs mois. Donc ça c'est le tome 1, le tome 2 c'est donc la suite. J'ai été très heureuse de retrouver ces personnages hyper attachants. Cependant c'est vrai que je l'ai trouvé peut-être un peu moins surprenant que le premier, car le premier on découvre vraiment leur relation. Là c'était plus un peu comme un petit bonus quoi, histoire de pas rester sur cette fin, d'avoir de leurs nouvelles, donc c'était pas obligatoire comme lecture, c'est à dire que je pense que vous pouvez lire que le tome 1, mais bon le tome 2 a quand même été une super lecture. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver ces personnages et c'est vraiment une lecture douceur, les lectures doudou comme je dis qui font du bien au moral, et d'alterner après des lectures cheloues de science-fiction et autres, lire un peu de ça c'est vraiment pas mal. Alors j'ai lu aussi le livre Girl d'Edna O'Brien. Alors c'est pas, enfin si c'est une de mes déceptions, en fait cette autrice hélas, voilà c'est le 2e livre que je lis d'elle cette année et c'est la 2e fois que je suis pas hyper séduite par sa plume, sa manière de raconter les histoires, alors qu'à chaque fois les sujets ont l'air génial, ça a l'air d'être des sujets limite de reportage. Et Girl parle de ces jeunes femmes qui, rappelez-vous, quand il y a quelques années, quand on était un peu plus jeune, il y avait le hashtag Bring Back Our Girls que notamment Michelle Obama avait défendu, car Boko Haram avait enlevé une centaine de jeunes filles à leur famille et du coup on voulait retrouver ces jeunes filles. Ça raconte l'histoire d'une d'entre elles. Voilà, ça donne une idée de ce qui a pu leur arriver. Certaines ont été retrouvées, d'autres sont toujours entre les mains du groupuscule terroriste. Et Girl du coup nous raconte ce qui a pu se passer. Alors évidemment ce n'était pas une lecture inutile car j'ai appris beaucoup de choses. Je sais que Edna O'Brien a fait attention à ses sources et qu'elle a vraiment beaucoup enquêté, même si là le personnage est inventé. Il est inspiré des témoignages des jeunes filles qui sont revenues. C'est atroce, hein, donc lecteur averti hein, qui dit enlèvement de jeunes filles, dit mariage forcé, viol, violence physique, psychologique, enfin bref. Mais j'étais quand même déçue parce que je m'attendais à mieux, je m'attendais à en savoir plus. Et là on suivait du coup cette jeune fille dans des journées où elle survivait. Et en fait ce qui m'a énormément outrée et qui je pense est vrai, c'est que quand elle s'échappe et qu'elle revient parmi sa communauté, elle est tout autant maltraitée parce que justement a épousé un des hommes de Boko Haram, alors de force hein, mais ils ne font aucune distinction et en fait à la fin je ne savais même pas où est-ce qu'elle allait le mieux s'en sortir, au sein du groupuscule terroriste ou chez elle.
Et ça m'a, mais oh là là, mais tant de bêtises humaines, tant de croyances, et fou à quel point les croyances peuvent nous asservir. Même quand vous voyez, il y a le groupuscule terroriste qui a des croyances extrémistes, mais au final, la population en a aussi, même si elles sont plus cachées, qu'elles sont plus acceptées, car elles font partie de la société. Moi, ça m'a scandalisé comme bouquin. C'est vrai que, comme je vous disais, pas méga coup de cœur, parce que j'aime pas trop la manière qu'a d'écrire l'autrice, c'est hyper froid. Comme je vous disais, on est presque plus dans le reportage, mais même là, j'étais pas charmée. Donc bon, par contre j'ai appris pas mal de choses, donc tant mieux. Bon, le prochain j'en ai parlé dans déjà plein de vidéos depuis et sur Instagram et autres, mais je vais quand même vous en reparler ici parce que ça fait partie de mes lectures du printemps. Il s'agit du fameux Prieuré de l'Oranger que moi j'ai lu en poche, donc en 2 parties, mais qui est en vérité un seul roman gigantesque de plus de 1000 pages, un roman fantastique qui a été une de mes meilleures lectures de l'année, je continue de le penser, et une de mes meilleures lectures fantastiques tout court de ma vie. Le Prieuré de l'Oranger raconte l'histoire d'un univers fantastique qui est divisé en plusieurs royaumes, il y a même un rénome, en prieuré, en empire, bref. Donc on a tout cet univers et nous allons suivre 4 personnages, 3 femmes et un homme, qui vivent aux 4 coins de cet univers et qui ont des particularités et surtout des croyances très différentes en fonction de l'endroit où ils ont grandi. Et en fait, évidemment, il va y avoir une sorte de grand mal absolu qui réapparaît petit à petit aux 4 coins du royaume. Et chaque personnage va être impacté par ce mal d'une manière ou d'une autre. Inclus dans une histoire commune, une quête incroyable, c'est vraiment une saga génialissime. Je dis saga alors qu'en fait c'est un seul livre, hein, mais ça se lit comme une saga, il faudrait l'adapter en série tellement c'était bien. Je l'ai lu en lecture commune en même temps avec plein de monde, au début on était que 2, puis 3, puis 4. Et c'était super de partager nos impressions, nos coups de cœur pour tel personnage, nos moments qui nous ont scandalisés. Et vraiment j'ai été possédée pendant tout le temps de ma lecture. Je ne pouvais pas lire autre chose tant que je n'avais pas fini cette histoire. Et rien que là j'ai déjà conscience d'en avoir oublié pas mal de subtilités, même si j'ai le film principal, je l'ai toujours en mémoire. Et alors ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en plus ça se différencie de beaucoup de sagas, on est loin des clichés habituels des sagas fantastiques. Les femmes ont une place prépondérante dans l'histoire, en tant que souveraines, en tant que magiciennes, en tant que... Enfin, elles ont vraiment une place centrale et elles n'ont pas les rôles habituels des femmes dans la fantastique qui est d'être des grosses bonasses, qui savent super bien se battre ou autre. Voilà, là on est vraiment dans des choses, des profils beaucoup plus riches et beaucoup plus variés. Et ça m'a vraiment plu. Dès que cette autrice écrit autre chose, je me jette dessus. Voilà, je sais que là elle a écrit The Season Bone, je crois, qui sortent en poche, mais purée, qu'est-ce que c'était cool. En fait, j'ai déjà envie de le relire là, de vous en parler. Il y a peu de livres qui me font cet effet, hein. Je l'ai lu il y a seulement 2 mois et j'ai envie de le relire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup quand j'étais ado. Quand j'aimais un livre ou un film, je le relisais, jusqu'à que ça déborde de moi, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Et là, je revis un peu ce sentiment avec le Prieuré de l'Oranger. Je pense qu'il va être lu. Voilà. Quand? Je ne sais pas, parce que j'ai ma pas à la lire et tellement de livres appétissants qui m'attendent. Mais ouais, j'ai vraiment aimé cette saga. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, en plus là c'est la saison où j'ai enchaîné les coups de cœur littéraires et j'enchaîne avec Les Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulvio qui nous emmène en Argentine et qui nous raconte encore une fois l'histoire de différents personnages qui vont là-bas pour vivre leur vie, vivre le grand rêve. Nous allons suivre plusieurs hommes et femmes de différents âges qui vont évidemment se retrouver, se rencontrer et vivre des choses ensemble. Surtout une histoire d'amour, l'histoire d'un homme qui va essayer de retrouver la femme dont il est tombé amoureux. Cette même femme qui elle va survivre aux affres des jolies jeunes femmes qui arrivaient en Amérique du Sud à l'époque et qui étaient souvent reléguées à devoir se prostituer pour survivre, hein. Appelons un chat, c'était un peu que ça si vous étiez une femme. Et évidemment il va y avoir des guerres entre les différents groupes mafieux, hein. Ce sont des thématiques et des sujets en fait qui reviennent souvent dans les livres de Luca Di Fulvio, qu'importe l'endroit du monde, qu'importe l'époque, il dénonce toujours des choses d'une extrême violence. Et il ne met pas de gants pour les dénoncer, hein. Il nous les montre comme elles sont pour qu'on soit bien heurté au fond de nous et qu'on ait bien envie de combattre ces phénomènes. Là il a surtout fait lumière sur des pratiques qui se faisaient à travers le monde durant cette époque qui m'ont révoltée car je n'en avais jamais entendu parler. Comme beaucoup de choses affreuses, hein, c'est mis sous le tapis de l'histoire et j'ai trouvé ça formidable. C'est évidemment très bien écrit. Pareil, c'est un livre où vous ne pouvez pas lâcher le bouquin alors que c'est un pavé. Vous vous accrochez aux personnages, vous avez une tendresse pour eux et elles qui est incommensurable et vous avez envie de... Enfin, en fait vous êtes dans le livre, vous êtes là avec eux et c'est génial. Ça ne manque pas de rebondissements, ça ne manque pas de talent d'écriture. C'est un superbe livre. Je vous mettrai un vlog là où j'avais répondu à chaud vraiment juste après la lecture, mais là vous voyez je l'ai lu début mai je crois. 2 mois plus tard je suis toujours autant charmée et conquise
par cet ouvrage que j'ai adoré et du coup j'ai acheté tous les livres de l'auteur depuis. Voilà, je les ai tous trouvés d'occasion et ils attendent tous sagement dans ma palle et sachez que je me retiens énormément de ne pas les lire en priorité. J'essaye de me les garder comme des petits plaisirs à lire à différents moments de l'année, mais c'est dur. Je commence à devenir addict à Luca Di Fulvio. Oh là là. Tu comprends maintenant qu'avec d'aussi bonnes lectures, le top de l'année va être très compliqué car 2021 est pour l'instant une année de grand cru littéraire. Et on enchaîne du coup avec la lecture que j'ai fait juste après qui a aussi été un coup de cœur alors que ça n'a rien à voir et c'est ça que j'adore, c'est que cette année mes coups de cœur sont hyper variés, n'ont rien à voir les uns avec les autres et là je vais vous parler du Chant d'Achille de Madeline Miller. Celui-là il fait un peu l'unanimité, hein, on va dire que les gens qui aiment l'univers de Madeline Miller et sa manière de conter les histoires de la mythologie grecque ont forcément aimé le Chant d'Achille. Après savoir s'ils ont préféré le Chant d'Achille ou Circé, moi-même je ne sais pas, les deux étant tellement différents. Mais le Chant d'Achille revient sur le mythe d'Achille, vous connaissez Achille, ce guerrier invincible qu'on ne peut que tuer en blessant au talon, hein. Le talon d'Achille ça ne vient pas nulle part. Et j'ai vraiment adoré ce bouquin qui est revenu sur le mythe d'Achille selon le point de vue de Patrocle, son ami et cousin. Et voilà, Achille et Patrocle, c'est un peu dit, un peu caché, mais on le sait, ont vécu une histoire d'amitié et d'amour hyper forte. Et du coup, on voit qu'est-ce que c'est que de vivre avec Achille, que d'être avec lui depuis sa tendre enfance, que de le voir évoluer. Et Patrocle raconte ça divinement bien. Et c'est terrible, c'est tragique, c'est grec. J'ai adoré cette réécriture du mythe qui, pour moi, est le meilleur point de vue que j'ai pu lire sur Achille. Car je suis team Achille, voilà, j'ai toujours pensé que c'était lui le héros numéro 1 de cette fameuse guerre de Troie qui a duré plus de 10 ans. Il y a beaucoup de héros, hein, mythiques et antiques, mais Achille était pour moi le meilleur, le plus grand, et de le montrer de manière beaucoup plus honnête et sincère que dans les films ou dans les textes, les premiers textes on va dire, voilà, montrer qu'il avait aussi des fêlures, qu'il était loin d'être juste un gros bourrin. J'ai adoré ce livre. Adoré et j'ai encore appris plein de trucs sur la mythologie grecque et je suis encore plus fan et du coup mettez-moi en commentaire des romans autour de la mythologie grecque si vous en connaissez parce que moi je suis une dingue du coup du sujet. Après ces formidables coups de cœur, il était temps que je vous parle d'un livre un peu décevant et pour le coup le livre décevant pour moi ça a été La Gifle de Christos Tsiolkios. Je vais y arriver un jour, je vais y arriver un jour. La Gifle, j'ai trouvé ce livre décevant en fait parce que la promesse de la 4e de couverture n'a pas été respectée selon moi, ou en tout cas c'est comme si un plat était beaucoup plus appétissant avec le titre et qu'une fois que vous le mangez vous êtes un peu déçu. C'est exactement ce que j'ai ressenti pour ce livre. Ça raconte l'histoire d'un dimanche après-midi, tout le monde est chez un barbecue, donc il y a des voisins, des collègues, des amis de la famille. Chez un barbecue dans une famille et un des invités va gifler un enfant et du coup on se retrouve à se poser la question de est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il n'aurait pas dû le gifler, mais en même temps ce gosse est insupportable et en fait on va avoir le point de vue de 8 personnages principaux en 8 parties dans le bouquin. Dit comme ça, et c'est ce qui est dit sur la 4e de couverture, je m'attendais à un huis clos où vraiment on allait voir une sorte d'enchaînement de réactions un peu en mode carnage, vous voyez, de Polanski. Avec un enchaînement d'avis, enfin je sais pas, que ça allait grincer, que ça allait gueuler, qu'il allait se passer plein de trucs et en fait bah non, en fait l'événement de la gifle ne s'occupe que d'une toute petite partie au début du livre et déjà se fait bien attendre et après en fait on suit juste 8 portraits selon moi de personnages qui certes vont un peu, on va dire que cette gifle est un peu une sorte de petit fil conducteur entre ces portraits, mais la gifle pour moi n'est qu'un accessoire là-dedans et c'est dommage parce que c'est quand même le nom du roman, donc pour moi ça devait, je sais pas, rentrer dans des débats, il devait se passer plein de trucs. Là c'est un peu secondaire, la fin tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, enfin voilà, j'ai pas du tout été conquise par ce livre, à ma grande déception, parce qu'à partir du moment où j'ai su qu'il existait, je l'avais dans un coin de ma tête et j'avais vraiment envie de me le procurer. Je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai lu, au final je suis déçue. Donc il risque de rejoindre un autre site d'occasion ou de partir dans une boîte à lire. Bon, le livre suivant ça a encore été un coup de cœur. Quand je vous dis que je les enchaîne cette année, mais je ne lis que des livres super et il s'agit des Choses humaines de Carine Tuile qui lui m'a, à l'instar de Chanson douce, bien retourné l'esprit. Les Choses humaines c'est pourtant un postulat de base assez classique. Nous suivons une famille, un homme, une femme, milieu très favorisé parisien et ils ont un fils parfait, mignon, magnifique, à qui tout réussit. Sauf que ce fils va être accusé du jour au lendemain d'avoir violé une jeune femme. Voilà, forcément ça va bouleverser leur vie. C'est un procès qui va être très médiatisé et plus rien ne sera jamais comme avant suite à cela. Et alors moi ce que j'ai adoré, mais adoré dans ce bouquin, c'est que j'ai passé mon temps à m'interroger sur
qui dit vrai, la victime ou le bourreau. Et en fait, attention, je vais prendre des pincettes avec ce que je dis parce qu'on ne sait jamais. Je suis de celles qui priorisent la parole de la victime toujours. Hein. Je pense qu'il faut toujours écouter, surtout pour le viol où la parole se libère enfin. Il faut écouter les victimes de violences sexuelles, c'est hyper important. Mais là, vraiment, la manière dont est tourné le bouquin, on ne sait pas en fait. On ne sait pas si c'est la nana qui a consenti mais qui après par vengeance ne veut plus, chose qui est souvent reprochée aux victimes de viol. Hein. On les voit toujours comme des femmes hystériques, vengeresses. Rien que pendant le mouvement MeToo, tous ces imbéciles qui disaient ah ben maintenant elle parle mais elle était bien contente d'encaisser le chèque hein. Bref, vous voyez ce genre de discours stupide, mais en même temps évidemment qu'il y a toujours ce doute parce qu'il y aura toujours un doute et en fait j'ai toujours le doute à la fin du livre. Et j'ai été marquée d'être autant retournée et de m'être autant interrogée parce que vous voyez on a toujours tous des grandes croyances, des grandes convictions, hein, on en parle à travers les lectures. Moi je m'étais toujours dit que de toute façon je serais du côté de la victime quoi qu'il arrive. Et puis là j'ai eu le doute parce qu'en vrai si c'est faux, c'est le jeune homme qui se retrouve victime. Ça interroge beaucoup de choses, notre éthique personnelle, notre influence, parce que vraiment je changeais d'avis toutes les 3 pages. Et alors aussi ça donne un regard, moi je suis assez fascinée par le monde de la justice hein, en France. J'ai hésité pendant un temps à aller travailler dans le droit, mais je n'ai pas fait, heureusement je crois. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui me plaît, c'est carré et autres, donc ça me plaît plutôt pas mal. Et là on se rend compte à quel point tout dans votre vie peut se retourner contre vous, parce que je vois cette jeune fille, elle avait genre posté des tweets 10 ans plus tôt qui lui retombent dessus. L'ado, on parle de lui, un truc qui lui est arrivé quand il avait 8 ans. Enfin, oh là là, c'est vraiment comme si toute votre vie était dans un immense tiroir et que chaque petit détail qui pourront servir à vous enfoncer, vous tombez dedans. Et alors ça c'est justement une image de justice que je déteste. Et pareil, du coup j'étais en débat en me disant mais est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Oui mais en même temps ça aide vachement là dans le déroulé. Mais oui mais non, parce qu'à part juste donner une image faussée de la personne, parce que moi je crois au fait qu'on peut changer. Bref, vraiment vous voyez un livre qui m'a retourné l'esprit, et rien que pour ça, chapeau Karine Thuil, car c'était génialissime. En plus de ça, c'était très bien écrit, ça s'est lu très vite, lecture addictive. Et je sais toujours pas si je suis satisfaite de la fin ou pas. Aucune idée. En tout cas, elle est ce qu'elle est, la fin. Et ça brise des vies et il faut parler de ce sujet. Et je trouve ça super qu'il y ait la parole qui se libère aussi dans la littérature sur toutes ces problématiques. L'autre livre que j'ai lu juste après, là on va dans du roman, bien roman, car je me suis fait un petit plaisir en lisant un Michel Bussy, ça faisait longtemps, et j'ai lu Nymphéa Noire. Une enquête évidemment assez classique. Un homme est retrouvé mort dans un ruisseau au cœur du village de Giverny. Giverny en Normandie, qui est le lieu où a vécu Monet, et du coup qui est depuis toujours envahi de touristes du monde entier. Voilà, donc c'est vraiment devenu une attraction normande, hein. Et du coup nous allons suivre la vie des habitants de Giverny qui l'ont connu à toute époque et qui l'ont surtout connu à une époque avant que ce soit cette attraction. Et cette enquête qui va venir un peu ternir l'image du village, remuer les secrets, bref on est vraiment dans une enquête typique à la Michel Bussy. J'ai pas été autant conquise que d'autres livres de Michel Bussy, voilà. Pour moi Un avion sans aile reste indétrônable, suivi de près par Gravé dans le sable. J'avais été déçue de certains autres de ses livres. Nymphéa Noire est sympa parce que j'ai aimé l'immersion dans la peinture, j'ai aimé pas mal de choses. J'ai pas vu le switch final arriver parce que Michel Bussy est le roi des switches. Voilà, c'était sympa comme lecture, mais j'ai pas été autant retournée et fascinée que je l'ai été pour d'autres livres de l'auteur. Pour le coup, j'aimerais bien la découvrir en BD cette histoire, parce que la couverture de l'adaptation en BD que je vous mettrai là, m'avait vachement plu à l'époque. Et voilà, donc je voulais vous parler de Michel Bussy. Alors, j'ai ensuite lu une pièce de théâtre. J'en étais très contente de la lire, car c'est une pièce de théâtre écrite par Jean Anouilh. Et j'ai lu Médée de Jean Anouilh. Donc comme vous le savez, je l'ai déjà dit plus tôt, la mythologie grecque, moi c'est mon dada. Et je ne suis pourtant pas très calée dans cet univers qui me fascine. Et du coup j'ai lu la version de Médée de Jean Anouilh, donc cette pièce qui revient sur la fin de la vie de Médée. J'en connais plus sur ce personnage mythique, sur les horreurs dont elle est capable pour garder le pouvoir qu'elle a sur Jason, hein, parce que Médée c'est Jason et la toison d'or, c'est pas mal de choses. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Qui se lit très vite, qui ne m'a pas autant marqué qu'Antigone, parce que les tirades d'Antigone resteront à jamais
inscrit dans ma mémoire, et parce que on va dire que ce qu'Antigone défend est beaucoup plus louable que ce que Médée défend, donc forcément j'ai préféré Antigone, mais c'était vraiment cool de lire Médée aussi. J'arrivais à l'imaginer mise en scène et tout, ça m'a fait plaisir de relire un petit peu de théâtre, j'en lis plus depuis que je ne fais plus de théâtre depuis quelques années, donc voilà, j'étais très contente de découvrir enfin ce mythe de la plume d'Anouilh, et je vais un petit peu plus enquêter sur ce personnage, cette sorcière étrange et étonnante et détonnante aussi qu'est Médée. Et là vous vous dites, mais quand est-ce qu'elle arrête de parler de bouquins? Elle peut pas avoir lu autant de choses. Écoutez, il en reste plus que 2 et après c'est bon, c'est l'été, donc on en parlera en septembre. Mais voilà, il faut encore que je vous parle de Rêves oubliés de Léonore d'Errecondo, que j'avais acheté juste parce que c'était un Léonore d'Errecondo et que j'ai lu avec plaisir. Rêves oubliés raconte l'histoire d'une famille qui va devoir fuir le franquisme et du coup quitter l'Espagne pour venir se réfugier dans le sud de la France. Une famille assez aisée qui se retrouve du jour au lendemain dans une très grande pauvreté. Certains hommes de la famille sont évidemment engagés contre le régime franquiste et malgré leur exil en France vont très vite se faire rattraper par la politique française de l'époque et du coup être envoyés en prison et autres. Bref, il se passe pas mal de choses. C'est un exil trop peu connu, on a surtout entendu parler de l'exil des Belges qui ont fui les combats et qui sont arrivés dans le nord de la France, en Normandie, en Picardie, en Bretagne. On ne parle pas beaucoup de cet exil-là des Espagnols qui ont fui l'Espagne franquiste. Ils ont fait partie des premiers pourtant à fuir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir cette parcelle de l'histoire, cette famille et le ressenti de chacun en fait dans un exil, que ce soit celui des adultes que des enfants, en fonction de leur âge, le fait de grandir entre 2 cultures, sur 2 pays, de ne pas vouloir oublier l'Espagne mais de ne pas savoir si on pourra y retourner un jour. J'ai beaucoup aimé de devoir dire adieu à ses amis comme ça en fait sans même avoir le temps de leur dire adieu, juste fuir. Et c'est quelque chose qui est, je pense que beaucoup de familles n'osent pas le faire et moi je me suis toujours dit mais si on commençait à sentir que ça craint, est-ce qu'on oserait vraiment tout abandonner pour juste partir? Je ne sais pas, c'est tellement un choix difficile à faire. Là c'est une question de vie ou de mort, donc le choix est, je vais pas dire plus simple, mais en tout cas se fait de manière plus naturelle par instinct de survie. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors ce n'est pas un coup de cœur comme avait pu l'être Pietraviva ou Amour, mais Léonore d'Errecondo écrit toujours aussi bien et prend des sujets toujours aussi difficiles. Et ce que j'aime en fait avec l'autrice aussi, c'est qu'elle fait des tout petits bouquins. Donc en fait ils se lisent hyper vite, qu'importe le sujet. Donc même si vous n'êtes pas fasciné, voilà, cette lecture, vous n'avez pas envie en fait de vous arrêter dans votre lecture. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je vous invite encore à découvrir cette autrice, ça fait plein de fois que je vous le dis, donc allez-y, nom de Dieu. Et donc le dernier livre qui lui n'est pas inconnu, hein, que vous connaissez sans doute tous déjà de nom, car il a fait grand bruit. Il s'agit du sublime livre, car ça a aussi été un coup de cœur. Oui, je sais, encore un. Petit pays de Gaël Faye. Alors Gaël Faye, moi je le connaissais pour ses talents de chansonnier et de parolier, hein. J'adore sa musique, je l'écoute depuis longtemps. Là, donc j'ai enfin lu Petit pays, que je n'osais pas lire, je sais pas pourquoi. Gaël Faye raconte son enfance, alors certes, il ne parle pas de lui dans le livre, il a inventé un personnage, mais on comprend que c'est inspiré grandement de sa vie à lui. Il raconte son enfance au Burundi. Le Burundi est un pays voisin du Rwanda. Et ce qui s'est passé au Rwanda va aussi avoir lieu au Burundi, c'est-à-dire que le génocide et le conflit qui oppose les Hutus et les Tutsis, je crois, va aussi avoir lieu au Burundi. Ce qui est très fort avec ce livre, c'est qu'en fait, il a réussi à retransmettre le point de vue d'un enfant, c'est-à-dire que le gamin, il voit bien qu'il se passe des choses qui inquiètent les adultes, il comprend pas vraiment et puis on lui explique pas vraiment non plus ce qui se passe. Il continue de jouer avec ses copains, enfin voilà, il a d'autres intérêts en fait que ça. Mais bon, il y a la guerre qui est là, qui fait du bruit, qui prend de la place, donc forcément il est inquiet pour pas mal de choses. Et en fait ce que j'ai aimé c'est ça, c'est que nous, lecteurs, on sait ce qui va se passer, on sait ce que ça donne, ce génocide, cette boucherie absolue que ça a pu être en Afrique à cette époque. On voit que lui, il le voit pas arriver, donc il comprend pas ce qui se passe. Et du coup c'est super chouette d'avoir réussi à traduire le point de vue d'un enfant, mais tout en étant honnête, parce qu'on voit bien qu'il est pas con le gamin, il voit bien qu'il se passe un truc. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il arrive à mettre des mots dessus? Est-ce qu'il arrive à comprendre l'inquiétude de ses parents? Est-ce qu'il arrive à réaliser? En fait, je pense qu'adulte, plus tard, il a dû réaliser vraiment ce qui s'était passé, parce que voilà, Gaël Faye, vous le savez, a pu partir en France, se réfugier en France quand il était enfant. On va dire qu'il a connu les débuts de cette barbarie, mais a pu échapper au pire. Je pense qu'il a dû réaliser une fois adulte, et ça a dû être terrible. Et je pense que tous les enfants qui échappent à des faits
de violences mondiaux comme ça, des génocides, appelons un chat, doivent avoir des marques après, se réaliser plus grand en fait ce qui s'est passé et où ils étaient et dans quel phénomène mondial ils étaient eux. Je me suis toujours dit que ça doit être terrible parce qu'on a de la chance pour l'instant en France d'être assez préservé et on l'a un peu ressenti avec les attentats de 2015, c'est que quand il y a des guerres comme ça, je me dis mais t'es chez toi, t'es peinard, tu fais ta vie et du jour au lendemain l'histoire du monde te rattrape. Et par exemple avec la Syrie où je vois tous ces gens qui... La Syrie était un pays hyper touristique, développé, maintenant ce n'est qu'un champ de ruines. Et je me dis mais tous ces gens qui faisaient leur vie, qui avaient des métiers, leurs enfants, leurs maisons, leurs amis, l'histoire du monde les a rattrapés et les a mis à terre. Un peu ce que j'ai ressenti avec Petit Pays et j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment touchée et c'est très bien écrit, donc non. Arrêtons cette pensée Bill qui veuille qu'on mette les gens dans une seule case artistique. Gaël Faye est très fort en chanson, c'est un très bon chanteur, un très bon conteur et c'est aussi un très grand auteur, voilà. Et voilà pour mes lectures du printemps, donc mes lectures livres qui se sont répandues durant ces 3 mois de vie, hein. Donc vous voyez j'ai pas mal lu, il y a à peu près une dizaine de BD aussi à vous présenter, donc que je ferai dans la prochaine vidéo qui va sortir, comme ça vous pourrez enchaîner les deux si vous voulez. J'ai été ravie de lire autant, j'avais pour objectif de lire 52 lectures en 2021, donc minimum une lecture par semaine, qu'importe le format, juste 52 lectures et c'est fait. Je suis heureuse d'avoir l'opportunité de pouvoir lire autant et de profiter de ce temps pour moi et rien que pour moi. Cette année les lectures sont vraiment riches et je ne lis que de bonnes lectures quasiment. Donc comme je vous dis, le top de fin d'année va être hyper compliqué. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour en sélectionner que 10, on verra bien en décembre. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me soutenir, me motiver, ça me fait toujours hyper plaisir vos commentaires, j'adore les lire et y répondre. Si vous voulez nous rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus active, vous pouvez, dans le groupe Facebook Team Batmanon, on papote régulièrement, vous pouvez aussi. En tout cas je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses ici, je vous embrasse et comme d'habitude prenez soin de vous, vive la vie et bientôt les vacances. Ciao.